Tiers livre, atelier d'écriture. On est dans un cycle qui s'intitule Vie, visage, situation, personnage. Ce qui est bien long, mais pour dire que chaque fois, on tourne autour de fabriquer du bonhomme. Fabriquer du bonhomme, avec aussi ce qu'il parle, comment et à qui il parle, comment il agit, comment il interfère. Et c'est vaste, la notion de personnage. C'est pas un objet en soi, il s'appelle un tel, il a quel âge, et comme il n'est pas marquis, il n'est pas sorti à 5 heures, on n'est plus dans ces questions-là, on est sur comment le langage dans la narration peut nous refléter nous-mêmes, et pour installer ce travail de mise en réflexion de soi-même dans ce qui nous entoure, et dans ce qui nous entoure, il y a les autres, eh bien, on se met en scène, ou on met en scène un être de fiction qu'on va intituler personnage. C'est pas inutile de revenir chaque fois à ces espèces de choses qu'on distend et qu'on va distendre dans tous les petits sens séparés qu'on peut nous inventer. Alors le mot qu'on n'a pas abordé encore trop jusqu'ici, c'est cette notion de situation, c'est-à-dire personnage, mais non pas observant les autres, mais interférant, interagissant avec les autres. Et là, pour entrer doucement, on va faire en sorte que cette interaction passe par la parole, mais de la même façon que pour dialogue à un seul qui parle, on avait rendu le dialogue dissymétrique. Là, on va faire une médiation technique, réifiée, spatialisée, instrumentalisée de la parole. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle téléphone. Ça a l'air bête ? Vous allez voir, pas forcément si bête. Par exemple, dans ce livre qui, pour moi, toujours j'y reviens avec une admiration, une vénération, c'est un livre écrit en 1966, loin avant Internet, même comme rêve, McLuhan, Understanding Media. Et il y a le récit de comment s'est inventé le téléphone vers 1845, Graham Bell, ou un peu plus tard, corrigeons, 1875, 1877, les expériences de Graham Bell et puis des autres en même temps, parce qu'une invention, c'est jamais comme ça solitaire. Mais ce qui est formidable dans ce que raconte et ce que nous aide à comprendre McLuhan, c'est que le téléphone, qui a priori nous paraît aujourd'hui quelque chose de si ordinaire dans la voix reçue, transmise à distance, et la conversation qui, techniquement... C'est-à-dire que ce que cherchaient Graham Bell et les autres, c'est comment, dans les lignes télégraphiques, on pouvait faire circuler plusieurs signaux simultanément. Mais l'idée que la voix puisse partir à distance, non, c'était même pas mentalement concevable. Je vous renvoie à vidéo plus détaillée. Nous, c'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est l'échelle de temps. 1875, donc ses premières expériences. Ensuite, évidemment, ça va très vite. Proust, première parution de Swann, 1913. Mais l'enfance du narrateur, on est avant 1900. Et il y a déjà le téléphone quand il est tout petit, parce que le papa travaille au ministère, et donc quand il y a quelque chose à transmettre vocalement, c'est le père qui s'en charge depuis son bureau au ministère. Ensuite, le téléphone vient chez la concierge. Donc la concierge, elle reçoit l'appel, elle monte vous prévenir, vous descendez à la loge. 4e occurrence, à chaque fois le temps passe, c'est un petit peu différent. On n'est pas à Balbec, là je n'ai pas souvenir de trop de choses téléphone, mais il rend visite à son ami Saint-Loup dans sa caserne de Doncières, un moment de grâce dans la recherche du temps perdu. Et là, il y a une communication téléphonique, vous vous en souvenez certainement, qui s'établit avec la grand-mère restée à Paris. Et puis, il y a tous les intermédiaires, vous savez, les dames qui mettent les petites fiches et qui entendent la conversation et qui peuvent participer même quelquefois, notamment si ça coupe et qu'il faut la rétablir. C'est quoi qui est formidable là avec Proust ? C'est que comme la conversation à un moment s'interrompt, elle est raccordée, peut-être il y a un problème d'électricité, d'orage, je ne sais pas quoi, et puis simplement c'est plus à sa grand-mère qu'elle parle, mais à une brave dame anglaise qui est un peu plus loin dans la même ville, et avec un quiproquo formidable qui s'ensuit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
l'instrumentalisation technique devient génératrice de fiction, dès ce premier moment. Quatrième occurrence, c'est la prisonnière. Où est-ce qu'on le met, le téléphone ? Eh bien, on le met dans le hall, près de la porte d'entrée. Et c'est un appareil avec un cornet. On le sait parce que Proust, par exemple, là, je parle pas de la recherche, je parle de Marcel Proust, s'était abonné aux premières retransmissions en direct de l'Opéra de Paris. Il y a une lettre formidable où il raconte ça. Ils sont pas mal même, et c'est assez cher. Et il écoute la première de Péléas et Mélisande de Debussy, ou est-ce que c'est du Wagner, je sais plus. En tout cas, il se plaint que pour le prix, passer 3 heures devant son mur en tenant un cornet comme ça, pour pas entendre grand-chose. Et si, à un moment donné, il y a quelque chose de fabuleux qui se passe, la montée du son, ça devient énorme, il y a du volume, c'est complexe, et là, ouf, mais non, il comprend juste que c'est à cause de l'entracte. Donc là, on n'est pas dans la fiction. Mais même période, le téléphone, pourquoi il est là ? Parce que c'est la cuisinière Françoise qui s'en sert de façon utilitaire pour commander le rôti du dimanche ou le poisson du vendredi. Et c'est pas le bourgeois, comme on dit, qui répondrait lui-même au téléphone. Donc à 1h du matin, quand Albertine appelle, et que le narrateur, lui, depuis 2 heures, assis sur le bord de son lit, l'attend, c'est la vieille Françoise qui se remet sa robe de chambre et qui vient en maugréant, parce qu'elle sait très bien que c'est Albertine et qu'elle va aller dire au narrateur de prendre l'appareil. Et lui donc se retrouve dans cette situation de Albertine qui lui téléphone et lui dit « Je ne peux pas venir, je suis trop loin ». Qu'est-ce qui rend plausible, qu'est-ce qui rend véridique ce qu'elle est à ce moment précis en train de lui dire ? Et là, encore, le téléphone devient aussitôt. C'est plus que de la fiction, c'est comment la parole, si je vois le visage, il y a une instance de vérité, comment joue le mensonge avec le ton, avec la proximité. Et dans cette relation-là, dans ce travail serré, qui est une espèce d'autopsie de la jalousie, si l'instrumentalisation, c'est-à-dire ce que j'entends à travers l'appareil, et puis le fait que je ne puisse pas savoir d'où la personne appelle, eh bien tout d'un coup, c'est l'instance de la parole avec à la fois la relation entre deux êtres et à la fois sa propre instance de vérité qui est mise tout d'un coup sur le tapis. Et puis il y a une dernière occurrence dans le temps retrouvé, c'est quand on retrouve Odette Swann, qui doit bien avoir 190 ans si on fait le compte de tous les âges et toutes les actions au travers du livre. Et puis, je ne me rappelle plus si c'est Odette elle-même ou une de ses amies qui raconte que vers 17h, toutes ces dames, toutes ces amies, princesses, duchesses, etc., mondaines, sont toutes à se téléphoner les unes les autres. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait avec ces machins-là, ça a servi à ça. Alors pourquoi je vous embête avec ça de la même façon qu'on a positionné la photographie dans d'autres ateliers, dans sa temporalité d'invention et son rapport à la littérature, qui n'est pas forcément la même chronologie. Alors c'est fascinant dans Proust, parce que c'est l'expansion du téléphone qui génère différentes figures, et dans Proust, il y a toujours ce point tellement essentiel que le réel n'a pas d'existence par lui-même. C'est à mesure qu'on approche du réel, ça se dissout, ça tombe dans les doigts. Et ce qui a existence va rendre concrète l'illusion romanesque, c'est parce que vous, lecteur, vous avez un corps et vous êtes dans la temporalité d'une lecture, et elle est circulaire. Donc c'est votre réalité qui fait que dans ce mouvement de dissolution permanente du réel, c'est ce qui va permettre à Proust d'aborder, mais à bras-le-corps, un monde où, par rapport à celui de Flaubert, où déjà ça frôle dans Homais, le bistouri, l'intervention, le fiacre d'Emma Bovary avec Rodolphe, etc. On a déjà ces premières médiations instrumentales. Mais dans Proust, la question de vitesse avec la voiture, la question de l'avion qui est très présente, l'apparition de l'électricité dans l'orangerie des Swann, avec le petit narrateur qui vient la nuit voir les personnages passer comme dans un aquarium,
la musique mécanique avec le piano là dont joue Albertine, l'irruption, les 178 occurrences de la photographie, et donc le téléphone, eh bien, tout ça, c'est la mécanique même qui fait que la recherche du temps perdu nous ouvre à notre compréhension d'un monde où rien ne se passe à main nue. Outil. Et pourtant, main nue, parole nue, parce que on est dans un exercice d'écriture. Alors, on va pas s'attarder là-dessus, sinon un saut immédiat dans le présent. C'est-à-dire, moi je suis pas un consommateur ni de télévision, séries télévisées, ni films, cinéma, etc. Mais le cinéma montre l'instance de la parole, les conversations téléphoniques qui sont omniprésentes. Des fois même, c'est un petit peu facile. En littérature, on n'a jamais fait ça. Si, pensez par exemple Cocteau, 1935, ce texte qui s'appelle « La voix humaine ». C'est le monologue d'une femme sur scène via l'appareil téléphonique, et l'interlocuteur, celui qui parle dans ses silences, à elle, est absent. Et c'est cette absence qui rend ce texte totalement confondant. C'est-à-dire qu'à la fois, ce que dit l'actrice inclut le personnage absent, inclut le travail des paroles de l'absent, mais elles ne sont ni présentes, par définition, ni représentées, ni représentables. Et donc, l'interrogation qu'on fait du discours via cette médiation de conversation dont vous êtes témoin, tout en n'ayant que ce que dit un des personnages, celle qui est là sur le plateau, c'est ce qui donne la dramaturgie et la narration de Cocteau. Et c'est pour ça que je parle d'asymétrie, c'est-à-dire la présence permanente de conversations téléphoniques, comme elles sont plus ou moins dans notre réalité quotidienne, même si précisément ces appareils, parce qu'ils deviennent des appareils à transmettre du texte, transmettre de l'image, etc., qu'il y a toutes les messageries WhatsApp, les trucs qui ne sont plus des instances vocales, qui ne sont plus des instances qui rendent impératif de décrocher, prendre la conversation. Banalité, mais la question c'est comment on utilise ça narrativement, à quoi ça ouvre narrativement. Et je pense que là, s'il y a asymétrie, c'est que la littérature, elle marche plus lentement, elle va son pas tranquille, et dans ce pas tranquille, cette médiation des instruments, des techniques, l'électricité, la vitesse automobile chez Proust, c'est pas quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire, c'est présent, j'ai été à côté, j'ai pris un Echnoz, mais alors totalement au hasard, comme ça, presque dans le noir, c'était Lac. Vous savez, dans les années 80, ça partait d'une résidence qu'il avait fait à Rungis, les grandes halles près de l'aéroport d'Orly. En même temps, ça devient magnifique. Jean jouait avec les codes du roman d'espionnage. Il y a des mouches dressées, tout ça. C'est adorable. Et dans Lac, tu dis, forcément, si c'est Echnoz, il va y avoir par endroits des conversations téléphoniques. J'ai mis un petit post-it, voilà la première que j'ai trouvée, mais juste à balayer le bouquin comme ça, et ça aurait été dans Fulmar, le dernier, il y a ça aussi. Il s'élève d'un bond, coupe le son de la télévision, s'empare du téléphone, demande la suite. 44, à l'autre bout du fil, on décroche aussitôt. C'est moi, dit Chopin. Et comme Suzy ne répond pas tout de suite, il répète que c'est lui, Franck. Sans doute va-t-elle s'exclamer « C'est toi ? Mais où es-tu ? Comment sais-tu que je… » C'est ce qu'elle dit, en effet, mais à voix basse. « Je suis tout près, répond Chopin, l'étage au-dessous, je t'expliquerai, il faut que je te voie. »« Non, souffle Suzy vivement, c'est impossible. Mais comment sais-tu que je suis là ? Je t'expliquerai, répète Chopin, je vais venir te voir. Mais non, coupe-t-elle, non, je t'en prie, j'arrive, précise Chopin, je n'ouvrirai pas. Moi si, dit Chopin, moi j'ouvrirai. Et il raccroche, se lève aussitôt. C'est du Echnoz, c'est du jeu. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans ? Non, mais par contre, on reconnaît tout, on reconnaît notre geste. Vous décrochez, vous raccrochez, vous parlez, vous dites ces trucs, je viens pas. Et
Évidemment, c'est un tout petit rouage qui, à cet instant, est nécessaire dans l'économie globale de la narration entre ces deux personnages. Mais le jeu, il est sur les formes de la conversation et pas sur le contenu de la conversation. J'ai pris aussi un autre bouquin, qui est évidemment gigantesque, pas seulement matériellement, La vie mode d'emploi de Pérec. Alors là, j'ai sur l'ordinateur, je l'ouvre dans l'application Kindle, et là, j'ai recherche plein texte, parce qu'il est formidable ce bouquin, il y a tous les index que vous voulez, mais si vous cherchez très précisément à quel moment il y a télévision, téléviseur, ou justement téléphone, eh bien, avec la recherche sur la version numérique, vous l'avez aussitôt. Eh bien, il y a 35 occurrences de téléphone. Par contre, dans Pérec, il n'y a pas de dialogue, en tout cas, il n'y a pas de scène. Donc, elle téléphone à la police pour dire que, etc. Par contre, il y a des mises en situation de l'objet du téléphone. C'est-à-dire que, bizarrement, les conversations ne sont pas ne participe pas de la dramaturgie là, mais par exemple à un moment, vous êtes chez le médecin, on décrit les patients qui attendent, et parmi eux, il y a un représentant qui vient montrer les dernières réalisations en matière de répondeur-enregistreur. Et nous, aujourd'hui, répondeur-enregistreur, c'est des objets qu'on n'a plus, on n'a plus besoin. Par contre, cette situation du représentant de commerce avec ses nouvelles fonctions répondeur-enregistreur, ça reste vivant dans la vie mode d'emploi. Et là, on a encore une petite nuance. Il y a un autre truc aussi, c'est quelqu'un qui va trafiquer un appareil parce que si la personne, dans telle circonstance, appelle une autre personne, à ce moment-là, elle va prendre une décharge électrique et va être électrocutée. C'est-à-dire, le téléphone devient outil d'un crime, mais outil d'un crime parce qu'il aura été tripoté du point de vue électrique, et que le numéro qu'on compose va déclencher ça, et donc, a priori, c'est un piège. Bon, ça c'est Pérec. Ça. Alors, on commence à approcher. Et c'est là où je pense que nous, on a un espace de travail. Et toutes ces précautions, c'est vraiment pour placer ce champ bien comme il faut. Le comme il faut étant que, évidemment, narrativement, ces choses-là font déjà partie de notre paysage. On les utilise. Elles se sont banalisées à l'extrême. Simplement, à 150 ans de distance, ça n'existait même pas. Non seulement ça n'existait pas, mais les arts qui se sont formés, inventés depuis la radio, le cinéma, eh bien, pour eux, cette instance du téléphone, elle est beaucoup plus organiquement présente. La littérature a une sorte de retard. Donc, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant de se dire « Ah tiens, on va travailler sur le téléphone parce que ça nous donne des pistes d'écriture ». C'est pas ça la question. C'est dire, dans cette relation au monde, où cette question des outils, mais du temps, de la distance, de la présence physique, tout ça sont des paramètres si importants, eh bien, si on y va exprès, on va découvrir des trucs. Tandis que si on ne fait pas l'effort d'y aller exprès, il y a cette pesanteur, il y a cette dyschronie, cette séparation qui va encore rester là. Par exemple, je regardais aussi dans Cortázar, c'est-à-dire une immense accumulation de nouvelles où il y a les journaux, il y a les lettres. Oui, c'est là aussi. Par exemple, à partir de Madame de Sévigné et tout au long du XVIIIe siècle, l'usage, en se banalisant, de la correspondance privée génère des formes romanesques. Le roman épistolaire. Et le roman épistolaire, vous le supportez encore jusque dans le bac français, une année sur 3 ou 4, alors qu'a priori, plus personne n'écrit de lettres. Eh bien, c'est un petit peu ce point que je voudrais qu'on lève.
Alors il me fallait bien un texte exemple. J'en ai trouvé un dans Roberto Bolaño, un très grand auteur évidemment. En ce moment il y a une tentative d'édition complète de Bolaño, je crois que c'est chez l'Olivier. Le premier tome est paru. Là on est chez Bourgois, collection titre. Et le livre s'intitule Appel téléphonique au pluriel. Par contre, ce sont des nouvelles à la façon de Bolaño, avec à chaque fois jouer avec les codes littéraires. Et le texte qui donne son titre au livre, Appel téléphonique, justement, c'est un texte extrêmement bref. 2 pages, 4 pages, 6 pages, et puis un petit zigouigoui au bout. Je ne sais pas combien ça fait de signes, 12 000 signes. Alors, de quoi il est question? Appel téléphonique au pluriel. Alors là, évidemment, vous la prenez dans les petites fiches d'accompagnement. Ça mérite que vous le regardiez. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où, comme chez Schnoz, c'est à la fois du fait divers, du polar, mais c'est-à-dire quand juste dans ces 6 petites pages, il y a une accumulation de choses incroyables. C'est-à-dire il y a des vrais coups de téléphone d'un bout de l'Espagne à l'autre, mais il y aura prendre le train pour aller rejoindre l'autre. Et en même temps, le fait du déplacement par rapport à ce qu'on peut se dire au téléphone, bien change la relation entre les personnages et crée des problèmes. Et puis il y a une relation avec une fille dont était proche un des 2 personnages, et puis qu'on la retrouve assassinée. Or, le problème de ce personnage, c'est qu'il appelait cette fille, et une fois qu'elle décrochait, il disait rien. On avait ça autrefois souvent, ces trucs d'appels qui restaient muets, forme même de harcèlement. Et puis finalement quelqu'un est arrêté pour le crime, et puis c'est quelqu'un dont un des 2 personnages dit à celui qui était coupable de ce harcèlement que c'était quelqu'un qui justement harcelait cette fille en téléphonant et ne parlant pas quand elle décrochait. Enfin bon, en 6 pages, prenez le temps de les regarder. C'est pas pour faire comme lui. Vous voyez, lui par exemple, les personnages s'appellent la ville, quand B prend le train pour se rendre dans la ville de X, en réalité c'est X qui parle, B écoute, X l'invite, etc. B dans le fond n'a pas envie, mais le matin au réveil, B est l'amoureux de X, etc., etc. On a une espèce de mécanique nue, c'est pas ça que j'attends. Mais par contre, vous verrez l'instance du rêve, l'instance de la projection, l'instance de l'imaginaire, qui fait qu'on appelle au téléphone, mais que le coup de téléphone ne résout rien, est bien plus frustrant. Et puis évidemment, ce fait divers qui travaille là. Donc c'est pas un texte modèle, c'est juste là parce que, évidemment, dans le texte de Bolaño, c'est l'instance même du jeu social, des usages du téléphone, qui devient l'invention de fiction, qui va porter la relation amoureuse défunte, qui va porter le fait divers avec crime, qui va porter l'instance du rêve par rapport à ces voyages en chemin de fer qui durent toute la nuit. Bon, qu'est-ce que je veux vous demander, moi? Ben, on est, avec tout ça, en situation de recherche. Allez vous balader, la vie mode d'emploi, vous l'avez chez vous, retrouvez-les 35 occurrences du jeu avec téléphone. Qu'est-ce qui fait Pérex très souvent, par exemple? Il décrit les téléphones. Ça aussi, c'est un drôle d'exercice. Lui, c'est des appareils des années 70. En tout cas, des appareils qui sont présents, puisque l'histoire du livre commence en 1880 et finit en 1973. Les appareils téléphoniques sont présents assez tôt dans l'immeuble, mais évidemment, ils changent de forme, comme chez Proust. Peut-être c'est une manière de démarrer aussi. Alors, comment vous allez partir? Tout simplement en partant de traversées autobiographiques. À quel moment il y a eu telle phase de vie où ces conversations téléphoniques, cet usage du téléphone, prenait le dessus sur toute autre chose. Évidemment, il ne s'agit pas de le traiter de façon autobiographique, mais si vous prenez ce moment-là, eh bien, un petit peu de tout petit glissement, et puis ça sera de la fiction. C'est prendre la situation,
Cette mot de situation, je répète, pour moi, il est vraiment dans le titre du cycle d'écriture. On prend la situation et on la décale. Il ne restera plus que la conversation. Eh bien, la fiction, elle va venir de ça. Les ambiguïtés, les choses ratées, les trucs bizarres, les trucs qu'on vous a racontés. Prenez le temps de faire la liste intérieure. Ces trucs où le téléphone a eu son rôle. Et peut-être pas là, dans les derniers mois. Ça peut remonter à bien plus loin. L'époque du 16, l'époque des appels en PCV. Une fois en atelier d'écriture, un gars de 7, Kamel, île de Thau. Kamel, qui dans un texte, soi-disant, il est allé à New York. Mais Kamel, comment t'as pu aller à New York? C'était un pari avec un copain qu'ils iraient à New York. Donc ils ont réussi, ils sont partis à New York. Mais là-bas, ils n'avaient pas d'argent. Donc ils arrivent et le lendemain matin, ils reviennent à l'aéroport pour revenir. C'était il y a longtemps, je vous parle. C'était pas les trucs de billets d'avance comme aujourd'hui. Et puis là, à l'aéroport, un gars qui leur dit « Tenez, j'ai une carte. » Alors cette carte, c'était une carte en fait qui permettait d'appeler autant qu'on voulait. Donc pendant toute une semaine, ils viennent le matin à l'aéroport, les gens qui débarquent de l'avion, « Est-ce que vous voulez appeler en France? Vous me donnez l'argent que vous voulez, Eh bien, c'était avant les portables et tous ces trucs, évidemment. Et ils ont pu rester une semaine à New York, simplement en venant le matin à JFK et puis proposant aux gens d'utiliser leur carte et de donner ce qu'ils voulaient en échange, et ça leur a fait leur sou. C'est une histoire de téléphone, bon, celle qui me vient comme ça, je ne vais pas vous déballer les miennes. Mais Bolaño, Proust, nos usages d'aujourd'hui, permanents, être loin, être pas loin, les paradoxes, les erreurs, et c'est tout. Pourquoi il n'y a pas de consignes? Parce que justement, ils sont tellement rares. Alors évidemment, là, même dans le groupe Facebook, allez-y, donnez dans vos lectures, dans les textes qui comptent pour vous, dans Emmanuel Pirer, il y en a forcément des appels téléphoniques. Mais pas tant que ça. Donc là, on fait exprès d'aller raconter avec téléphone. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce dépli temporel. Et puis les situations, les inventions, eh bien, je ne peux pas les anticiper. Je ne sais pas ce que vous allez écrire. Ce que je sais, c'est qu'il y a ce petit texte fou de Roberto Bolaño, et puis qu'il y a un titre, « Appel téléphonique ». Au pluriel. Ce titre, vous pouvez le reprendre pour vous. « Appel téléphonique ». Et on y va. Si c'est au cinéma, en voix off, la télé, tous ces machins, ça ne nous choque pas, les situations. Si c'est dans la vie réelle, elle m'avait téléphoné, et puis moi, alors je lui dis que, etc. Ce geste de main qui mime dans le récit oral, sans arrêt, on rapporte des conversations téléphoniques. Donc par l'écrit, est-ce qu'on peut aussi rapporter des choses qui se sont passées par téléphone? Et cette fois-là, elle m'avait dit que, ou les répondeurs et les messages, ou la voix. Tenez, magnifique. J'ai fait une vidéo dans un des cycles d'écriture, uniquement sur Ryoko Sekiguchi, la voix sombre. De quoi on se souvient quand la personne a disparu, et puis que par contre, il vous reste des messages répondeurs. Elle tient 100 pages. Petite page, mais c'est pas la taille qui compte. Uniquement ça, sur la voix dans le répondeur quand la personne n'est plus là. Et ces jeux mémoriels qui viennent. Allez, on essaye. Et comme on est dans ce cycle situation-personnage, peut-être vous avez vu que là, je crois qu'on est à la proposition numéro 7, mais je mets aussitôt la 8, qui est un exercice que j'avais déjà proposé dans le premier parcours personnage. C'est à partir de Laurent Mauvignier, ce que j'appelle oubli. Alors, je ne reprends pas l'exposé, il n'y aura pas de nouvelle vidéo. Vous savez que c'est la façon de Coltès, une seule phrase, une phrase qui finit pas. Enfin, en tout cas, une seule phrase pour 60 pages, et on est sur un fait divers, cette histoire à Lyon d'un type qui boit une bière dans le rayon, qui se fait choper par les vigiles, et puis
il meurt. Et là, il y a les procureurs, les avocats, il y a le monologue des victimes. Je ne reprends pas le truc, mais là, je me dis que c'est bien d'avoir les deux ensemble. Bolaño, appel téléphonique, on est totalement dans l'expérimentation, dans l'imprévu. C'est pas une consigne, c'est un territoire, c'est ouvrir un espace où la conversation téléphone est première, et on voit où ça nous emmène. Et ça va nous emmener dans des zones vraiment, a priori, pas prévisibles. Et puis, vous avez le temps, vous faites ça le lendemain, vous faites ça 2 jours après, ou vous faites ça à la file, ou vous le faites d'abord. Cette phrase qui ne finit pas, cette phrase qui a le droit au tiret, au virgule, au point-virgule, aux parenthèses, aux 3 points, mais jamais au point, qui ne s'arrête pas et qui vient forer l'intérieur d'une situation très précise, le moment où le réel bascule dans un fait divers. Je vous renvoie à la vidéo de Laurent Monvigné, mais ça, je l'ai reclassé numéro 8. C'est pas de la triche, on avance, on explore, on structure le territoire. Vous voyez, 2 approches différentes, mais en tout cas, on continue le boulot. À vite pour la 9.